Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est 18h30, c'est l'heure du journal. En voici les titres. Nous irons à Riyad où le Conseil de coopération du Golfe tient sa 159e session ministérielle. Le CCG salue les réformes entreprises par le Maroc sous la conduite de Sa Majesté le Roi et réaffirme ses positions constantes soutenant la marocanité du Sahara marocain. La culture hydroponique de l'orge ou orge germée, une réponse au stress hydrique. Le procédé a l'avantage de produire des quantités importantes de fourrage à l'aide d'énergie propre. Nous suivrons l'exemple dans la localité d'Amras, c'est dans la province d'Ifrane. Et puis nous resterons dans la région. Depuis quelques jours, la neige a fait son retour en montagne, qui a retrouvé sa beauté naturelle. Des chutes de neige qui arrivent à temps. Elles permettront la reconstitution des réserves des nappes phréatiques et des barrages. Nous verrons tout cela en fin de journal. Direction Riyad où le Conseil de coopération du Golfe tient sa 159e session ministérielle. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres du Conseil de coopération du Golfe ont tenu à réaffirmer les positions et les décisions constantes du Conseil suprême du CCG soutenant la marocanité du Sahara et la préservation de la paix et la sécurité du Royaume du Maroc et sa souveraineté pleine et entière sur son Sahara. Le CCG a salué les chantiers de réforme entrepris par le Maroc sous la conduite de Sa Majesté le Roi et les initiatives royales relatives au Maroc atlantique. Pour ce qui est de la guerre israélienne-Arza, le Maroc appelle à l'arrêt immédiat, global et durable de la guerre israélienne et la protection des civils. Mariam El Messi. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres du CCG ont tenu à réaffirmer leur soutien indéfectible à la souveraineté pleine et entière du Royaume du Maroc sur ses provinces du Sud. Nous réitérons les positions et les décisions constantes du Conseil suprême du CCG, soutenant la marocanité du Sahara et la préservation de la paix et la sécurité du Royaume du Maroc, ainsi que sa souveraineté pleine et entière sur son Sahara. Un appui renouvelé à la première cause nationale, adossé à un agenda de développement régional soutenu. Pour les États du CCG, l'initiative africaine atlantique lancée par Sa Majesté le Roi est de nature à renforcer davantage la coopération entre les États du Sahel et ceux de la façade atlantique. Les États du CCG saluent l'initiative africaine atlantique lancée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI au profit des États du Sahel. Cette initiative trace la voie d'un partenariat africain en plein essor. Asseoir l'Afrique en puissance régionale et mondiale de l'avenir, une ambitieuse vision de développement saluée par les États du CCG, tout comme le partenariat stratégique global et renouvelé liant les deux parties, et dont les fondements ont été jetés par Sa Majesté le Roi Mohamed VI et ses frères, les dirigeants des pays membres du CCG, depuis le sommet Maroc-Pays du Golfe tenu à Riyad en 2016. نجدد التأكيد على أهمية العلاقات الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية الشقيقة. Nous réaffirmons l'importance des relations de partenariat entre le Maroc et les pays membres du CCG. Les deux parties sont engagées dans un plan d'action conjoint dont la mise en œuvre permettra de rehausser ce partenariat déjà très dense. Le partenariat Maroc-CCG est arrivé à maturité. L'heure aujourd'hui est au développement de son cadre institutionnel, ses mécanismes d'action et ses dimensions stratégiques. Une dynamique vertueuse de coopération promise à de plus larges perspectives. Les pays du Conseil de coopération du Golfe saluent les réformes et chantiers entrepris par le Maroc sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour développer les différents secteurs socio-économiques et infrastructures du royaume. Également à l'ordre du jour de cette réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères, les développements de la cause palestinienne. Le Maroc exprime sa ferme condamnation de la prise pour cible par les forces israéliennes des civils.
Nous réitérons la position constante de Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, appelant à parvenir à un cessez-le-feu immédiat, durable et global, assurer l'acheminement fluide des aides humanitaires aux Palestiniens et garantir la protection du peuple palestinien. La réunion a été également marquée par la signature d'un mémorandum d'entente de coopération dans le domaine culturel entre le Royaume du Maroc et le secrétariat général du Conseil de coopération du Golfe. Avec nous sur le plateau, comme chaque dimanche, Monsieur Mostafa Sehimi, politologue et professeur de droit. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme nous venons de le suivre, plusieurs questions étaient à l'ordre du jour de la 159e session ministérielle du CCG. Les pays du Conseil de coopération du Golfe ont salué les réformes et les chantiers entrepris par le Maroc sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour développer les différents secteurs socio-économiques et les infrastructures du Royaume. Les pays du CCG ont tenu également à réaffirmer les positions constantes soutenant la marocanité du Sahara marocain. Mostafa Sehimi. Peut-être une première observation. Le Conseil de coopération du Golfe réunit les 6 pays, 6 monarchies du Golfe. Le Maroc y est associé. C'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça procède d'abord du point de vue du Royaume, d'une diplomatie diversifiée, de multi-alignement, comme c'est le cas en Afrique avec l'Europe, les États-Unis, etc. C'est le premier point. Deuxième point, il y a un texte, il y a une vision royale qui a été formulée de manière systématique dans le discours historique, à mes yeux, du 20 avril 2016, où le Maroc avait eu une invitation des pays du Conseil de coopération du Golfe, et c'était un sommet spécifique. Pays membres du Conseil de coopération du Golfe, les 6 pays, plus le Maroc. C'est un traitement particulier. Et à cette occasion, il y a un discours royal qui est un discours fondateur qui repose sur un certain nombre de points, notamment la solidarité et le partenariat privilégié à bâtir et à consolider, mais aussi solidarité en matière de défense et de sécurité. A prévalu à cette occasion ce qu'on peut appeler, au-delà du partenariat stratégique, une sorte de sécurité collective importante. C'est à ce titre-là que les pays du Conseil de coopération du Golfe apportent leur soutien, premier point, à la cause nationale. C'est un soutien constant, c'est extrêmement important, donc avec l'appui au processus onusien. Deuxième élément à relever peut-être, c'est le fait qu'il y a le souci maintenant, comme l'a dit d'ailleurs notre ministre des Affaires étrangères, de consolider davantage ce partenariat stratégique et le ministre a évoqué la nécessité d'une coopération inédite, c'est son terme, qui soit qualitative. Donc il faut aller au-delà. On ne peut pas se contenter des acquis depuis le discours de Riyad du 20 avril 2016 et des relations traditionnelles. Il faut aller au-delà, il faut peut-être institutionnaliser. Il a d'ailleurs employé le terme d'institutionnaliser. Donc ça aussi c'est une avancée de la diplomatie marocaine. Il y a enfin, autre point, le Conseil a apporté son soutien à la cause nationale, j'en ai parlé, mais aussi au grand chantier de réforme. Des réformes, les avancées démocratiques, le soutien des pays donc aux grands chantiers qui sont lancés dans la perspective de la Coupe du Monde 2030, et puis aussi le fait qu'il y a des réformes faites par le Maroc qui sont exemplaires, qui bénéficient du soutien de ce Conseil. Dernier point sur lequel il y a convergence, c'est la question palestinienne, évidemment. Le Maroc a pris la parole avec d'autres pays, mais le Maroc a insisté sur la nécessité de préserver le statut d'Al-Quds et de mettre fin à cette situation tout à fait inadmissible de barbarie qu'il y a à Gaza, d'autant que le souverain, Sa Majesté le roi, Amir al-Mouminin, est président du comité Al-Quds. Donc, en plus de son statut de chef d'État, comme les autres, il a un statut particulier du fait qu'il est président du comité Al-Quds, et donc sur ce plan-là, il a en charge ce dossier qui est extrêmement important. Et les positions du Maroc ont été formulées, réitérées, et par le souverain et par le ministre des Affaires étrangères. C'est quoi? C'est une enquête internationale pour établir les responsabilités, l'appel à la communauté internationale pour prendre ses responsabilités, l'urgence d'un cessez-le-feu et une aide immédiate et durable,
et globale, et puis une aide humanitaire. Donc vous voyez que sur toutes ces questions, le Maroc est en convergence avec les autres pays, mais peut-être avec cette observation particulière, le soutien du Maroc, les prises de position du Maroc sont peut-être plus affirmées, plus accentuées que celles d'autres pays arabes, etc. Et ça méritait, je crois, d'être relevé. Stéphane Séjourné, le ministre français des Affaires étrangères, était en visite à Rabat, Mustafa Sahimi. C'est la première du genre dans un pays du Maghreb, du ministre français. Alors, que retient-on de ce déplacement, sachant que la question du Sahara marocain était d'ailleurs sur la table des discussions? Alors, quel bilan peut-on tirer de cette... Le bilan que l'on peut faire, c'est d'abord l'état des lieux. L'état des lieux a été marqué par plus de 2 ans de tensions qui sont connues entre Paris et Rabat, liées à des dossiers que vous connaissez, que les téléspectateurs connaissent, problème de la réduction de 50% des visas, la mise en cause du Maroc dans le fameux logiciel israélien Pegasus, le fait qu'il y a eu ce qu'on a appelé l'affaire du Maroc Gate, lié d'ailleurs à l'affaire du Qatar Gate et qui finit en eau de boudin, si je puis dire, puisqu'il semble bien que la procédure soit tout à fait fourvoyée pour l'instant. Et donc tout ça fait qu'il y avait un stock de contentieux qui pesait sur les relations bilatérales. Alors, il y a eu maintenant une politique de petits pas qui a été faite par Paris. Premier petit pas, fallait mettre des signes d'une volonté de normalisation. Ça a été la déclaration de l'ambassadeur français à New York, aux Nations Unies, le 30 octobre dernier, lors de l'explication de vote de la résolution 2703, où il avait réitéré l'appui constant et historique de Paris au projet marocain d'autonomie déposé au Conseil de sécurité en avril 2007. Mais il avait ajouté ceci, il faut avancer. Donc voilà déjà un petit pas, si je puis dire. Ensuite, il y a eu d'autres signes, il y a eu l'échange d'ambassadeurs. Il y a un ambassadeur français qui est là depuis décembre 2022. Notre ambassadrice a été nommée en octobre et elle a présenté ces jours-ci d'ailleurs ses lettres de créance officiellement. Donc ça aussi, ça montre une volonté partagée de normaliser. Il y a aussi la déclaration de ce même ministre des Affaires étrangères qui a été nommé début janvier, donc il avait à peine cette semaine, qui a tenu à faire ce voyage à Rabat. C'est intéressant. Et quand il avait été nommé et dans une déclaration lors d'un débat à l'Assemblée nationale française, il a dit que le président Macron l'avait chargé de suivre personnellement le dossier des relations entre Paris et Rabat. Sauf que ce ministre des Affaires étrangères n'est pas un inconnu de notre public, puisque, il faut bien le dire, il était président du groupe macronien au Parlement européen, le fameux groupe Renew, qui s'était distingué par quoi? Par l'activisme pour le vote de 2 résolutions hostiles au Maroc en janvier 2023 et en février 2024, l'une sur la situation des droits de l'homme au Maroc dans le province saharienne, l'autre sur l'implication du Maroc marocain. Donc, si vous voulez, il est venu à Rabat avec ce passif. Mais il est ministre des Affaires étrangères, il représente un État, et donc le Maroc traite avec un État. Il a eu un séjour lundi dernier à Rabat, il a eu un entretien avec notre ministre des Affaires étrangères à l'Assemblée. On dit que l'entretien a duré 1h45 et on dit que l'entretien a été franc. Ce qui, dans le vocabulaire diplomatique, veut dire qu'on s'est dit un certain nombre de vérités. Alors, il a réitéré la volonté de Paris d'élargir, de consolider le partenariat stratégique avec le Maroc, c'est bien. Il a parlé de la volonté de Paris de réfléchir à ce partenariat sur 30 ans, ce qui a un peu surpris tout le monde. Et puis sur la question nationale, il s'en est tenu à la position classique en disant il faut avancer. Donc nous sommes un peu sur notre fin, on attend des initiatives de la part de Paris. L'actualité de la semaine, Mustafa Sahimi, était marquée par la réunion à Genève de la 55e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme, présidée par le Maroc. La présidence marocaine s'est engagée d'ailleurs à atteindre les objectifs du CDH. Alors le Maroc a réaffirmé ses positions constantes et appelé une nouvelle fois à Genève à l'arrêt immédiat global et durable de la guerre israélienne sur Gaza et à garantir
surtout la protection des civils. Alors, c'est un rejet absolu des violations des droits humains. Tout à fait. Il faut rappeler la présidence de ce Conseil des droits de l'homme qui a été confiée au Maroc. C'est la première fois que cette institution spécialisée est présidée par le Maroc, il faut le dire. Même si le Maroc a été membre en différentes circonstances de cette institution. Le Maroc a été élu le 10 janvier dernier président de ce Conseil des droits de l'homme. Face à qui? Comme concurrent, il avait le représentant sud-africain. Le Maroc a eu une large majorité, il faut le dire, 30 voix, le sud-africain en a eu 17. Alors pourquoi ce vote? Parce que c'est l'expression de soutien de pays arabes, d'un certain nombre de pays occidentaux évidemment qui sont membres, le Conseil fait 47 membres, et de pays africains, sauf évidemment le pays voisin et l'Afrique du Sud. C'est l'expression d'une crédibilité. C'est parce qu'il y a un bilan que le Maroc peut être porté à la présidence du Conseil des droits de l'homme pour l'année. Et d'ailleurs, le lendemain de la rencontre avec le ministre français des Affaires étrangères, notre ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, est allé où? À Genève. Il était mardi matin à Genève et il a fait un discours intéressant, d'abord pour rappeler un certain nombre de principes, et que la présidence marocaine jusqu'à la fin décembre 2023 allait s'articuler autour d'un certain nombre de principes, lesquels l'engagement à œuvrer avec crédibilité et dynamisme dans la recherche de la performance, la recherche également de consensus constructif, l'innovation dans les méthodes et la consécration du Maroc comme pour ce qui est des droits de l'homme avec le soutien des positions du Maroc, vous l'avez dit, notamment sur ce qui se passe en Palestine et le soutien aux intérêts supérieurs du peuple palestinien. Autre sujet d'actualité de la semaine, les travaux de la 6e Assemblée de l'ONU Environnement qui a clos ses travaux vendredi à Nairobi. Ces travaux se sont d'ailleurs clôturés avec l'adoption de 15 résolutions, 2 décisions et une déclaration ministérielle. Alors, l'heure est à l'engagement d'action multilatérale durable afin de faire face à la problématique qu'est le dérèglement climatique. Alors, il faut dire que les participants ont appelé à plus de détermination concernant le sujet. Vous l'avez dit, cette institution est présidée par qui? Par le Maroc. Par le Maroc. C'est quand même intéressant. Le Maroc préside depuis un an donc cette institution spécialisée. Il préside pour l'année 2023 le Conseil des droits de l'homme. Et donc nous sommes dans une séquence d'alignement des planètes qui donne une forte visibilité à la diplomatie marocaine et on peut que s'en féliciter. Alors, le thème de cette rencontre, c'était à Nairobi, c'était évidemment les actions multilatérales à prévoir contre le changement climatique pour faire face et préserver la biodiversité, la pollution, faire face à la pollution, etc. Il y a eu 5000 participants, 190 pays, c'est une grande réunion internationale sous l'égide du PNU, Programme des Nations Unies pour l'environnement, c'est important. Il y a des textes qui ont été adoptés, il y a 15 résolutions sur l'eau, la pollution de l'air, dégradation des sols, gouvernance, etc. Il y a une déclaration générale politique sur la nécessité de mettre fin de manière urgente à la crise environnementale. Il y a un programme décliné autour de 10 actions. Et le Maroc, sur ce plan-là, fait entendre sa voix. C'est la fin du mandat du Maroc, mais en même temps, il a fait un bilan pour dire quoi? Pour dire qu'il fallait davantage de coopération et de consensus, plus de partenariats réinventés, donc pas des partenariats gérés de manière bureaucratique. Et puis le Maroc a exigé aussi, par la voix de notre ministre qui était là-bas, la ministre de la Transition énergétique, donc plus de protection, sécurisation des métaux et minerais. Ça lui a valu le remerciement chaleureux de la directrice exécutive du PNU. Et voilà donc une diplomatie en marche et en mouvement. Mustafa Shahimi, merci de nous avoir éclairé un petit peu sur l'actualité qui a marqué la semaine. Je rappelle, vous êtes politologue et professeur de droit. Merci. Merci à vous. La culture hydroponique, nous le disions, de l'orge ou orge germée, une technique efficace pour produire des aliments pour bétail, économe en eau. Le procédé est une réponse au stress hydrique. Il a l'avantage de produire des quantités importantes de fourrage à l'aide d'énergie propre. Nous suivons l'exemple dans la localité d'Amres, c'est la commune Wadi Fren, province d'Ifrane, bien sûr. Reportage signé Ahmed Fadeli et Zakaria Moqimbil. Chaque jour,
Oussama et Abdelkader s'attellent à leur tâche quotidienne, produire de l'orge germée. Éleveurs de bétail dans la commune d'Oued Ifrane, ils ont trouvé le moyen de fructifier le fourrage en grande quantité et à moindre prix. Tout commence en mouillant les graines d'orge avant de les laisser germer. La conservation s'effectue dans une enceinte close avec un taux d'humidité et de température précis. C'est le principe de la culture hydroponique. Nous plaçons l'orge dans l'eau pour une durée de 14 heures. Par la suite, les graines sèches s'attendrissent pour une durée de 24 heures afin de faciliter la germination. L'orge est ensuite mise dans ces plateaux de l'unité. Chaque plateau accueille 2,5 kg. Grâce à cette technique, nos charges financières pour l'achat de fourrage sont allégées. C'est bénéfique. Résultat, une espèce de pâté d'orge germée, au pouce verdâtre en pleine croissance, qui va alimenter le bétail. Avantage de ce fourrage, jusqu'à 90% d'eau économisée par rapport aux cultures conventionnelles, en plus de l'économie d'énergie avec l'utilisation de panneaux photovoltaïques. 2 unités de germination ont été accordées à 2 coopératives d'élevage de la région. Ce nouveau procédé est parfaitement adapté au changement climatique et au déficit pluviométrique. Chaque unité permet de produire 85 kg d'orge germée, soit l'équivalent de la ration quotidienne de 8 vaches, 50 moutons ou 500 poulets. Un complément alimentaire particulièrement apprécié des agriculteurs en ces temps de stress hydrique. Depuis quelques jours, vous l'avez remarqué, la neige a fait son retour en montagne. Les majestueux sommets de l'Atlas sont aujourd'hui recouverts d'un magnifique drap blanc. La région retrouve d'ailleurs sa beauté naturelle, des chutes de neige qui arrivent à temps. Et pour joindre d'ailleurs l'utile à l'agréable, elles permettront la reconstitution des réserves, des nappes phréatiques et des barrages. Reportage sur place, Ahmed Fadeli, sur un commentaire de Maria Aoued. Tombée en abondance, la neige est due à la présence de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Avec des températures négatives avoisinant les -5 degrés Celsius, les nuages laissent alors échapper des particules de glace dans l'atmosphère. Une fois tombée au sol, la neige se solidifie, créant avec elle une réserve d'eau non négligeable. La neige est une des composantes essentielles du cycle de l'eau, tout comme la pluie et la grêle. Cette eau qui se vaporise au contact de l'atmosphère constitue les nuages, des masses invisibles, riches en gaz et en vapeur d'eau. Lorsqu'il fait très froid, les nuages forment des cristaux de glace qui tombent en suspension et alimentent les cours d'eau, mais aussi les lacs et les rivières. Utile, la neige aide notamment à réguler, mais aussi à purifier les nappes phréatiques. Essentielle pour l'alimentation en eau potable, mais aussi pour l'agriculture. Elle constitue une importante ressource naturelle, qui plus est dans un contexte de stress hydrique. Il y a une grande différence entre les précipitations pluvieuses et neigeuses au niveau de la nappe phréatique. Chacun a un rôle bien distinct. La neige, par exemple, nettoie la terre des débris, mais aussi les lacs et les cours d'eau. Selon la Direction générale de la météorologie, il serait tombé entre 20 et 50 cm de neige par endroit. De quoi contribuer à améliorer l'état de la végétation dans les alpages. Une lueur d'espoir pour les agriculteurs et un terrain de jeu extraordinaire pour les férus de sports d'hiver. Voilà, c'est avec ces très beaux paysages du Moyen Atlas que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi, excellente soirée.